Avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France est sous occupation allemande. La tension dans les rues se fait ressentir et de longues queues se forment devant les magasins pour attendre de recevoir de quoi se nourrir. Dans ce climat électrique, un certain docteur Petiot fait parler de lui et aujourd'hui on va enlever le voile sur son histoire. Marc-André Henri Félix Petiot est né le 17 janvier 1897 à Auxerre, d'un père fonctionnaire des postes et d'une mère souffrant de pathologies psychiatriques. Cet enfant est assez complexe. Il a beau être très intelligent et lire à 5 ans comme un enfant de 10 ans, il ne reste pas moins troublant et effrayant. On raconte qu'il étranglait les chats après leur avoir brûlé les pattes à l'eau bouillante. Sa scolarité est aussi truffée d'accidents violents. À 8 ans, il est attrapé distribuant des images obscènes à ses camarades. À 11 ans, il tire un coup de feu en classe d'histoire avec le revolver de son père. C'est pourquoi, après avoir été renvoyé à 2 reprises, il décide de finir ses études seul chez lui et passe son bac avec succès. Parallèlement, sa mère est internée à Sainte-Anne pour troubles psychiatriques. Elle n'en sortira jamais puisqu'elle décède lorsque Marcel a 12 ans. À 17 ans, Marcel Petiot est arrêté pour vol. Reçu par des psychiatres, il est jugé bipolaire et socialement inadapté. On parle même de pathologie héréditaire. Résultat, il n'est pas apte à être jugé et ne sera donc jamais condamné pour ce vol. On est en 1916. Marcel Petiot a 19 ans lorsqu'il s'engage au 98e régiment d'infanterie. Les combats de la Première Guerre mondiale, il n'en fera pas beaucoup puisqu'il est blessé au pied 6 mois après son enrôlement. Durant sa convalescence, on l'accuse d'avoir volé des couvertures à l'hôpital. Résultat, il est enfermé à la prison militaire d'Orléans. Il n'y restera pas longtemps puisqu'à la suite de ses conversations avec les psychiatres, il est diagnostiqué neurasthénique, déséquilibré mental, dépressif, paranoïaque et phobique. Mais l'armée, qui manque de soldats, le renvoie au front en 1918. Il y restera encore moins longtemps que la première fois, se tirant une balle dans le pied suite à une grave dépression. L'armée décide donc de le réformer pour troubles psychiatriques. Il utilise sa médaille d'ancien combattant pour faciliter son entrée en médecine. Et au lieu d'être interné, Marcel devient le docteur Petiot le 15 décembre 1921, date de l'obtention de son diplôme de médecine. « 1922, Villeneuve-sur-Yvonne. Marcel Petiot ouvre son premier cabinet médical. Il fait de la publicité en dénigrant les 2 autres médecins, le texte que son âge et son diplôme fraîchement en poche sont un atout pour soigner les maladies modernes. Sa popularité s'accroît rapidement dans la région. Il est le médecin qui offre des consultations et des vaccinations gratuites aux personnes qui n'ont pas d'argent. Malheureusement, sa popularité est entachée par sa nette tendance à la kleptomanie. On découvrira par la suite qu'il inscrivait ses patients à l'assistance médicale pour toucher leurs prestations. Et 4 ans plus tard, que la population découvre sa liaison avec Louise Davelot, la fille d'une de ses patientes. Cela fait un grand bruit. Et c'est l'incendie de la maison de celle-ci et sa disparition qui fera scandale. On trouve le corps d'une jeune femme dans une valise au fond de la rivière. Et le corps est en état de décomposition avancée. Il n'est donc pas identifiable. La valise, elle, ressemble à celle que le docteur Petiot emmène avec lui lors de ses déplacements. Et la police ne fait pas le rapprochement et Marcel Petiot n'est pas inquiété. Il continue à faire son petit bonhomme de chemin en épousant Georgette Lablé, la fille d'un riche charcutier d'Auxerre. Il se lance aussi en politique et devient maire de Villeneuve-sur-Yvonne en juillet 1926. Mais son ascension au mandat est controversée, d'autant qu'il est vite cité à comparaître plusieurs délits tels que détournement de fonds, vol de biens publics, fausse déclaration à l'assurance maladie. Il sera déchu de sa fonction de maire en 1931 et gardera celle de conseiller général qu'il a remportée en 1928. Le procès recommence et il sera privé de tout mandat électif en 1934. Pendant ce temps, les rumeurs courent à son sujet. En mars 1930, Madame Deboy, gérante de la coopérative laitière de Villeneuve-sur-Yvonne, est retrouvée calcinée. Elle a été assassinée à coups de marteau et on a mis le face à l'itrie. Certains pensent que Marcel Petiot entretenait une liaison avec sa femme et un dénommé Frasco affirme l'avoir vu traînant près de la literie le soir de l'incendie. Le docteur est soupçonné, mais ce dénommé Frasco cède brusquement en sortant de chez le médecin. Un anévrisme raconte le certificat de décès. Certificat signé par Marcel Petiot. Plus de témoins, plus de preuves, et donc Petiot est à nouveau libre comme l'air. Toutes ses affaires lui collent à la peau. Il décide donc de quitter Villeneuve-sur-Yvonne et de gagner Paris. On est en 1933. Arrivé à Paris, il emménage avec sa famille au 66 rue du Caumartin à Paris. Il ouvre une clinique ultra moderne pour l'époque et distribue à tour de bras des prospectus dans le quartier. Le succès ne se fait pas attendre et avec ses larges bénéfices, il acquiert 2 propriétés en province et un hôtel particulier à Paris, rue Le Sieur. En 1936, Marcel Petiot se balade dans les allées de la librairie Gibert à Paris. Il est très intéressé par les livres, un peu trop même puisqu'il est pris en flagrant délit de vol à l'étalage. Il est conduit devant les juges à qui il répond « Un génie ne s'en comprend pas de basses choses matérielles. » Au final, le génie qu'il pense être est reconnu aliéné mental et se retrouve interné à la maison de santé d'Ivry durant 7 mois. 2 ans après, la guerre éclate et la France se retrouve envahie par les Allemands.
En mai 1941, Petiot et sa famille partent s'installer au 21 rue Le Sieur à Paris. Les travaux sont terminés, la cave est entièrement aménagée et le jardin clôturé. Petiot profite de l'occupation pour tenter le trafic de drogue. Il faut dire pour Marcel Petiot, tout est bon pour faire de l'argent. En 1942, la police allemande s'intéresse à son cas. Il donne trop de morphine à ses patients. Mais le problème, c'est que les témoins disparaissent tous au fur et à mesure. En même temps, Petiot réalise rapidement qu'il peut gagner bien plus d'argent en créant un faux réseau de passeurs pour échapper aux nazis. Il remercie son voisin, Joachim Guschinow, un fourreur juif, qui lui a demandé s'il connaissait une astuce pour passer la frontière. Petiot y voilà une sacrée aubaine qu'il saisit. Et le voilà chef du réseau d'évasion. Résultat, le 2 février 1942, Guschinow arrive avec tous ses diamants, d'une valeur de 2 millions de francs, au domicile de notre chef de réseau. On ne le revoit plus jamais. Guschinow est le premier d'une longue liste. Après lui, c'est Jean-Marc Van Prévert qui disparaît mystérieusement. Ce toxicomane avait dénoncé le docteur Petiot comme dealer de drogue. Mais une visite chez celui-ci va se volatiliser. Tout comme Madame Kate, une femme à qui Petiot a demandé d'être complice de ces trafics. Après s'être fait la main, le docteur Petiot voit plus grand. Devenir un faux passeur pour attirer les juifs voulant fuir la dictature nazie. C'est en juin 1942 que Marcel Petiot devient le docteur Eugène avec son réseau clandestin. Il promet à ses clients, de riches juifs certes, mais aussi des malfrats ou des personnes persécutées par la Gestapo, de les emmener en Argentine. On ne sait pas avec exactitude comment il procédait, mais tout porte à croire qu'il leur demandait de venir avec toute leur fortune au cabinet de la rue Le Sieur. Là, il leur injectait une dose mortelle de poison, leur faisant croire que c'était un vaccin, puis, une fois les victimes assassinées, Petiot les dépouiller avant de les découper et de les brûler ou de les jeter dans la Seine. Il s'attaque aux personnes seules et aux familles entières. Tous rentrent de nuit dans les cabinets et aucun ne ressort. C'est ainsi que périrent les familles Braunberger, Kneller, Bach, Wolf, Stevens ou Anspach. Du côté des bandits aussi, Petiot a fait de nombreuses victimes. On peut citer François Albertini, dit le Corse, Joseph Réaucreux, dit Joe le Boxeur, Claudia Chamou, dit Lulu, Annette Petit, Joseph Pieracci, dit Tse, Indiret Sebetegui, Paulette Gripey, dit la chinoise et Gisèle Rousmy. Le réseau du docteur Eugène fonctionne donc à merveille, et c'est ce qui dérange la Gestapo. Les services allemands décident de faire infiltrer le réseau du docteur Eugène afin de le démanteler. En mai 1943, ils utilisent Yvan Dreyfus, emprisonné pour infiltrer le réseau, ce qui a fonctionné, puisque Dreyfus fait partie de la longue liste des victimes de Petiot. C'est grâce à Piretta, une deuxième taupe, que Petiot se fait arrêter pour réseau clandestin. Être torturé pendant plus de 8 mois à la prison de Fresnes et ne lâchera rien. Il faut dire, la Gestapo veut les noms des autres membres du réseau, membres qui n'existent pas. Il se fait donc finalement relâcher, faute de preuves. Arrivé rue Le Sieur, il décide de faire disparaître les preuves. Le 9 mars 1944, les voisins de la rue Le Sieur n'en peuvent plus. Il y a une odeur immonde qui sort de la cheminée du docteur Petiot. Ils font donc appel aux pompiers qui entrent avec fracas dans l'immeuble vide. En suivant l'odeur nauséabonde, ils découvrent avec effroi le terrible spectacle. Des corps dépecés, un tas immense de cheveux et des membres humains en train de brûler. Les hommes du feu appellent donc la police qui fouille les lieux. Et là, les forces de l'ordre font découvrir l'impensable. Au 21 rue Le Sieur, la cave en fait vomir plus d'un. Elle est complètement aménagée avec une chambre à gaz munie de Judas pour regarder l'agonie des victimes, un puits de chaux vive et même un genre de vestiaire où s'entassent les mâles. Les versions divergent pour la scène qui doit suivre. Certains disent que Petiot est arrivé chez lui à ce moment-là, qu'il s'est fait passer pour son frère et s'éclipse pour aller chercher les vrais Petiot. D'autres racontent qu'il était sur place, qu'il a expliqué aux policiers qu'il faisait partie de la résistance, qu'il avait été arrêté quelques mois avant par la Gestapo et que les corps découpés appartenaient à des nazis. C'est à partir de là que s'engage une véritable course-poursuite entre les forces de police de la fin de la guerre et le docteur Petiot. Ce gage de la force française de l'intérieur, les FFI, prend le surnom de Valérie. Personne ne sait autour de lui à la caserne de Reuilly les atrocités qu'il a commises. Ce n'est que quelques mois plus tard qu'il sera arrêté, le 31 octobre 1944. En effet, sa soif de gloire n'a pas vraiment aimé l'article. Petiot, petit soldat du Reich. Le procès du docteur Petiot s'ouvre le 18 mars 1946. Il est jugé pour 27 assassinats. Lui en revendique 63. À ses yeux, tous des ennemis de la France. Lui, le grand résistant, chef du réseau Flytox. Avec ses connaissances pointues sur la résistance, il fait douter les juges, se disant que cette époque était terriblement trouble. Les noms d'Yvan Dreyfus et du petit René Kneller suffisent à prouver que nombre des personnes tuées étaient purement et simplement innocentes. Mais le 4 avril à minuit 10, il est reconnu
coupable des 27 meurtres et se voit condamné à la peine de mort. Le 25 mai 1946, à 5h05 du matin, le docteur Marcel Petiot déclare Je suis un voyageur qui emporte ses bagages. Ça ne va pas être bon. et les couperets tombent. J'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine.